Bon, bah, allez, on va attaquer tranquillement. Donc bonjour tout le monde, merci d'être présent aujourd'hui. On va parler du coup des intoxications et de la prise en charge, globale des intoxications. Normalement, donc vous voyez bien mon diapo. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à intervenir, donc n'hésitez pas à rallumer votre micro s'il y a besoin, et n'hésitez pas aussi à le faire pour intervenir, poser des questions, partager des expériences ou quoi que ce soit au cours de la présentation. Du coup, on attaque. Est-ce que ça va marcher? Hop, voilà. Donc, je vais pas forcément voir le petit truc de conversation sur Teams, donc vraiment n'hésitez pas à intervenir. Comme d'habitude, je vous ai remis la diapo que je mets tout le temps pour vous préciser que ces confs, elles sont faites vraiment pour vous. Ça prend beaucoup de temps. On utilise des images qui sont à nous et qu'on n'a pas forcément envie de diffuser, et d'autres qu'on utilise pour illustrer mais qui ne sont pas forcément à nous. Donc pour des raisons de propriété intellectuelle et de droit d'auteur, on vous demande de ne pas diffuser ces confs. Alors, le plan de ce qu'on va voir aujourd'hui, si mon truc est bien passé, voilà. On va voir d'abord les stratégies de décontamination, parce que c'est vraiment hyper important en urgence. Donc la décontamination digestive, les autres voies de décontamination. On va reparler assez longuement des émulsions lipidiques intraveineuses et un petit mot sur l'hémodialyse. Et ensuite, on reverra les toxiques les plus fréquents qu'on rencontre en urgence. Alors, je ne m'étendrai pas sur l'érodenticides, puisqu'on a une conf prévue là-dessus en juillet, et on verra du coup les convulsivants, le cannabis, le paracétamol, les AINS, le raisin et le lys, et enfin le chocolat. Donc du coup, les toxiques, enfin en tout cas les ingestions de toxiques et les intoxications, c'est vraiment un motif de consultation hyper fréquent pour nous urgentistes. On a plus souvent d'ailleurs le cas, quoique ça dépend. On a vraiment les deux possibilités. Soit les gens se sont aperçus rapidement que l'animal a ingéré un toxique et ils interviennent. Donc on est vraiment sur une phase où il n'y a pas encore d'intoxication et on va procéder à une décontamination. On a aussi des cas où on a une intoxication avérée. Ça peut être quand même vraiment très grave, hein. On a des intoxications, on a mise en jeu du pronostic vital, donc il faut savoir gérer ces cas-là. Et puis en fonction du type de toxique, de est-ce qu'il y a des symptômes ou pas, et du moment de l'exposition, il va falloir mettre en place différentes procédures. Ça peut être quand même des consultations super chouettes, parce que des fois on arrive avec un animal avec des symptômes vraiment graves, notamment des symptômes neuro, et des fois il va repartir quelques heures plus tard sur ses 4 pieds, donc ça peut être très gratifiant pour nous et assez spectaculaire pour les propriétaires. Quelques petits chiffres, bon, je m'autocite puisque c'est ma thèse, maintenant c'est un peu désuet. 2015, voilà, ça fait 10 ans, mais probablement que les proportions n'ont pas tellement changé. Vous avez une majorité d'intoxications qui sont secondaires à l'ingestion de médicaments. Après, on va retrouver tout ce qui est pesticides dedans. Il y a notamment également tous les produits contre les nuisibles. On retrouve des polluants, des plantes, des aliments, et après le reste, c'est un petit peu plus anecdotique. Et en France, les champions dans les cas d'intox, ce qu'on retrouve, ça va être en cumulé les AVK, parce qu'il y a différentes molécules possibles. Après, on a le chocolat, le paracétamol, l'ibuprofène, les détergents et le cannabis. Donc, on va parler des stratégies de décontamination. Donc, l'objectif de la décontamination, c'est d'empêcher ou de limiter l'absorption du toxique et de favoriser son excrétion ou son élimination. Les informations importantes qu'il faut qu'on récolte auprès du propriétaire dans la mesure du possible, c'est déjà quel type de toxique. Il y a des fois, ils savent parfaitement, on a retrouvé l'emballage du toxique détruit, etc. Donc on sait. Et il y a pas mal de fois aussi, on va constater tel ou tel symptôme, et le contexte fait que on suppose que c'est une intoxication, mais on ne sait pas à quoi. Le moment de l'exposition, pareil, des fois on a une heure assez précise, des fois on a vraiment une fourchette, les gens se sont absentés et entre telle heure et telle heure, il peut avoir mangé son toxique. La quantité ingérée, bah pareil, des fois on a l'info, des fois on l'a pas. Quel type de toxique c'est? Si on a cette info, ben, on peut potentiellement avoir une dose toxique. On peut peut-être avoir une pharmacocinétique, savoir notamment quelle est sa voie d'élimination, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à appeler les centres antipoison en journée jusqu'à minuit, je crois. Le CNITV à Lyon est ouvert, donc ça peut vous aider à avoir ces informations-là. Et tout ça va nous permettre de choisir la bonne voie de décontamination. On va parler en premier lieu de la décontamination digestive, parce que finalement la majorité des cas
qu'on va voir chez le chien et chez le chat, c'est suite à des ingestions de toxiques. On va dire dans la globalité, quand on veut faire, quand on veut induire des vomissements, il faut que l'ingestion soit récente. Donc pour la plupart des cas, on va considérer qu'il faut que ce soit moins de 2 heures après l'ingestion et normalement, il faut qu'on ait un patient asymptomatique ou en tout cas qu'il ait pas de symptômes neurologiques. On peut aussi induire des vomissements lorsque, le moment de l'ingestion est inconnu, mais qu'on sait que c'est un toxique dangereux. Donc on va tenter de faire vomir et puis pour certains toxiques, on sait qu'ils vont rester particulièrement longtemps dans l'estomac. C'est le cas notamment du chocolat. Alors ça, c'est vraiment ça marche trop bien. Plusieurs heures après l'ingestion de chocolat, ils vont encore vomir du chocolat. Pour du raisin et puis lors d'ingestion massive, quand on a presque une impaction dans l'estomac, où là, on sait que, bah, le transit va être ralenti et du coup, on a un petit peu plus de temps pour faire vomir. On va au contraire éviter de faire vomir sur certaines situations, lorsqu'on a des agents qui sont caustiques ou corrosifs, de l'eau de javel, certains détergents et cetera. Ça va vraiment cramer l'œsophage dans un sens. On va éviter de faire un deuxième passage dans l'autre sens. Pour ce qui est des hydrocarbures, donc généralement, c'est des contaminations au niveau cutané, mais ils peuvent en avoir également ingéré. C'est très volatile, et ça, c'est dépendamment aussi de la température. Donc avec la température du corps, ça va avoir tendance à se mettre sous forme, vraiment volatile et ils peuvent inhaler, ces hydrocarbures lorsqu'on les fait vomir, donc c'est pas recommandé. Lorsqu'on a un patient qui présente une diminution du réflexe de déglutition, donc s'il est un petit peu hypovigilant, ou s'il a d'autres symptômes neurologiques et puis, lorsqu'il est à risque de convulsion, on a vraiment un risque de fausse déglutition, donc dans ces cas-là, on va éviter et puis si on a un patient dont on sait qu'il est à risque de faire une fausse route, par exemple un patient, qui a un méga-œsophage, qui a une paralysie laryngée ou ce genre de choses, bon c'est des cas très particuliers, mais dans ces cas-là, il vaut mieux éviter de faire vomir. Comment on va s'y prendre pour faire vomir? Chez le chien, c'est plutôt très facile. On a une molécule qui marche très bien, c'est l'apomorphine. En France actuellement, c'est TVM qui nous fait les médocs, qu'on va pouvoir utiliser en sous-cut. Sachez que ça marche aussi en IV et ça marche souvent très bien, très fort. Ils vomissent presque sous la seringue. Donc sur un cas où, vous voulez, quand même faire un truc, on veut taper fort, vous pouvez faire en IV. Attention, le cas bête, mais voilà le chien un peu agressif qu'on a muselé, pour lui faire son IV ou je sais pas quoi, il peut vraiment vomir sous la seringue. Donc soyez prévoyants par rapport à ça. Sinon la majorité des cas, on va le faire sous cut et puis ça va marcher dans la dizaine de minutes qui suit. J'attire votre attention sur la dose qui est décrite dans les papiers, dans les études et cetera. L'apomorphine, ça fait vomir à partir de 0,02 à 0,04 milligrammes par kilo. Les médocs, il est dosé à 0,1 enfin en tout cas comment dire? La poso qui est décrite, donc le 1 ml pour 10, ça fait une dose de 0,1 milligrammes par kilo. Donc si par exemple vous choisissez de faire une IV, bah, vous savez que vous pouvez taper quand même un peu moins fort parce que c'est une grosse dose. Idem si à un moment, votre animal il fait, 10,5 kilogrammes et que vous mettez que 1 ml, c'est OK quoi, on peut quand même arrondir vers le bas. Donc ça vient vraiment stimuler les récepteurs à la dopamine dans la trigger zone, donc le centre du vomissement, dans le cerveau. Chez le chat qui n'a pas tout à fait les mêmes récepteurs, l'apomorphine ne fonctionne pas, donc on ne peut pas utiliser cette molécule. On va utiliser généralement des alpha-2 agonistes, donc xylazine, médétomidine, dexmédétomidine, qui ont en fait comme effet secondaire de faire vomir. L'avantage des alpha-2, c'est qu'on peut les réverser avec la thipaméthole, donc on va pouvoir s'affranchir, des effets sédatifs de ces molécules une fois qu'on a obtenu des vomissements. Ce qui fonctionne le mieux, dans les études, je vais vous les remontrer juste après, c'est la dexmédétomidine qu'on peut utiliser entre 7 et 10 microgrammes par kilo en IV, en IM ou en sous-cut. À titre personnel, j'utilise la posologie de 7 microgrammes par kilo en IM, et je suis à presque 100 de réussite, dans les vomissements de chat. Je trouve que, de faire une dose plus grosse, on a trop l'effet sédatif, donc ils peuvent s'endormir avant d'avoir vomi et pareil pour la voie IV, ils s'endorment trop vite. Donc voilà, 7 microgrammes IM, franchement, ça marche pas trop mal.
Il y en a, c'est vraiment des aficionados de la xylazine. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais dans les études, en tout cas, là, je vous mets par exemple 2 études, une de 2015, celle d'après de 2016. Donc là, c'est une étude du JAVMA où ils ont comparé l'efficacité pour faire vomir de l'eau oxygénée, de la xylazine, de la dexmédeto pour le chat. 0% de réussite à l'eau oxygénée, 44% de réussite à la xylazine, 81% de réussite à la dexmédeto. Et une autre étude un petit peu similaire l'année suivante, en 2016, où ils ont comparé juste xylazine et dexmédeto. Ils avaient un meilleur résultat aussi avec la dexmédeto. Donc, à vous de choisir, mais ça marche quand même pas mal comme ça. En tout cas, les trucs qui sont non recommandés, parce que alors les gens peuvent être extrêmement créatifs et on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet. Donc, induction manuelle, non. Voilà, on peut blesser l'animal et surtout le propriétaire peut se faire mordre. Donc, on ne va pas titiller la glotte de son chien. Le sirop d'épicéa, ça, c'est surtout décrit en Amérique du Nord. C'est cardiotoxique, donc voilà, on ne fait pas boire du liquide vaisselle, des détergents, du savon, je sais pas trop quoi. Non. Le sel de table, alors ça, c'est quand même un problème parce que ça fait partie des choses qui sont massivement propagées. Il y a même certains vétos qui vont recommander de faire comme ça. Alors, sur le papier, en fait, ça peut marcher. Donc, vous donnez du sel de table, soit directement, soit de l'eau salée. Vous pouvez obtenir des vomissements. Dans ce cas-là, il n'y a pas de réel problème. Le problème, c'est quand on donne du sel et que l'animal ne vomit pas, on peut engendrer une intoxication au sel. Donc, on va se retrouver avec des hypernatrémies qui peuvent être massives et qui peuvent engendrer des désordres au niveau neuronal. Et vraiment, on peut tuer l'animal vraiment avec du sel. J'ai déjà vu un cas comme ça d'un York chez qui le veto traitant avait recommandé de donner du sel pour faire vomir. Et après 2 grandes cuillères à soupe de sel sur le York Toy, qui n'a pas vomi, eh bien, il était dans le coma, il est malheureusement décédé. Donc, il faut faire quand même vraiment attention et je vous conseille pas, si un jour vous répondez au téléphone, de dire aux gens de faire vomir avec du sel de table. Et l'autre truc aussi qu'on a beaucoup entendu, même au CNITV, au centre antipoison, ils le conseillaient beaucoup, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, l'eau oxygénée. On a vraiment de très beaux papiers maintenant qui mettent en évidence les lésions associées à l'administration d'eau oxygénée avec des gastrites hémorragiques ou des gastrites nécro-ulcératives chez le chien et chez le chat. Donc vraiment, je ne vous recommande pas d'utiliser cette technique. On peut en arriver au lavage gastrique. Bon, c'est pas non plus si courant parce qu'il y a plein de situations où on arrive à faire vomir ou alors de toute façon c'est trop tard parce que l'animal est déjà symptomatique et donc le toxique est déjà absorbé. Mais il y a quelques indications quand même lorsque on n'a pas réussi à faire vomir ou lorsqu'on ne peut pas parce que c'est contre-indiqué et qu'on sait qu'on a vraiment un toxique avec où là on a une intoxication qui est potentiellement très grave, soit à cause de la nature du toxique, soit à cause de la quantité ingérée. Et dans ce cas-là, on peut prendre le taureau par les cornes et faire un lavage gastrique. C'est globalement excessivement chiant et assez compliqué à réaliser parce que du coup il faut injecter de l'eau, récupérer, etc. Donc il faut souvent avoir une pompe quand même, comme sur la photo là, ce type de pompe que vous pouvez éventuellement avoir dans vos cliniques ou pas. C'est vraiment chiant. Contre-indication au lavage gastrique, lorsque il y a ingestion d'objets vulnérants ou d'agents corrosifs. Là, dans ce cas-là, au moment où on sonde, on insère la sonde en orogastrique, on peut perforer l'œsophage ou l'estomac, donc pas foufou. Pour les hydrocarbures, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, et lorsqu'on sait déjà qu'on a un animal qui a une comorbidité qui fait qu'on risque de perforer au moment du sondage. Donc ça, voilà, c'est vraiment pas fréquent, mais ça peut quand même arriver qu'on soit obligé d'en arriver là. Après, une autre façon de décontaminer au niveau digestif, c'est bien sûr le charbon activé, qu'on utilise quand même beaucoup en médecine vétérinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le charbon activé? Donc, il est créé par une pyrolyse, en fait, du pétrole, de coque de noix de coco et de la lignite qui est dans le charbon, de tourbe de bois, etc. Et ça produit du charbon de bois. Et une fois que ce charbon il est créé, il va être activé par un chauffage à très haute température
entre 600 et 900 degrés, avec de la vapeur, de l'air ou du dioxyde de carbone. Et c'est comme ça, en fait, qu'on obtient vraiment notre charbon végétal activé. Donc ça fait des particules très très fines avec une très large surface et une structure poreuse extrêmement développée, ce qui donne des propriétés d'adsorption à ce charbon. Donc le mécanisme d'action du charbon, c'est vraiment une adsorption physique qui va attraper les toxiques et ça va rester collé sur le charbon. Ça ne marche globalement pas pour les alcools et les métaux lourds. Ensuite, c'est pas vraiment la majorité des intoxications qu'on a. Et attention, le toxique, il s'adsorbe, mais il peut aussi du coup se désorber. C'est un processus qui est réversible, qu'on maîtrise pas très bien. Et donc ça, on sait pas trop quand est-ce que ça peut arriver. C'est pour ça qu'il est possible de donner un cathartique, donc en gros, quelque chose qui va accélérer le transit, donc un laxatif, lors de la première administration de charbon, histoire de se dire: «Bah, j'adsorbe mon toxique et je veux qu'il soit le plus rapidement éliminé». Sur des présentations comme par exemple, le Carbodote en seringue, le Carbodote Prime, il y a une différence justement, le Carbodote Prime, il est fait pour la première utilisation et après c'est du Carbodote Repeat parce que du coup, ils vont pas être dosés tout à fait pareil et justement, il y a un cathartique, dans le Carbodote Prime pour, accélérer cette élimination. La posologie du charbon activé, c'est à peu près entre 1 et 5 grammes par kilo lors de la première administration. Si jamais on doit répéter les administrations, on va baisser un petit peu la poso et on peut faire toutes les 4 à 8 heures, dépendamment du toxique, pendant 24 heures. Ça, on va répéter les administrations lorsqu'on sait qu'on a une molécule à action prolongée, qu'on a une demi-vie longue et surtout pour les molécules qui ont un cycle entérohépatique, c'est-à-dire que la molécule est absorbée au niveau du tube digestif, ça passe dans le sang et au moment de passer dans le foie pour être éliminé, et ben, en fait, c'est resécrété dans la bile, ça retourne dans le tube digestif et hop, ça fait des tours comme ça. Ce qui fait qu'on peut avoir une intoxication assez longue. C'est le cas, par exemple, de la théobromine du chocolat. Concrètement, nous, ce qu'on utilise généralement, c'est soit du Carbovital, soit du Carbodote. C'est vraiment très pénible. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience ici. C'est très liquide, ça tache tout, ils en foutent partout. Ça fait surtout le problème, c'est que ça fait des énormes quantités. Le Carbovital, on est à 5 ml par kilo, donc c'est vraiment pénible, mais il y a pas trop le choix parce qu'on est vraiment dans un contexte particulier où on veut taper fort pour absorber un toxique. Les trucs genre charbon de Belloc là, les petites gélules, au charbon, pour les humains là, les trucs qu'on prend, pour absorber les proutes, hein, globalement, ça n'est pas du tout assez concentré en charbon. C'est-à-dire que même si on prend la poso la plus basse à 1 gramme par kilo, ça fait déjà 8 gélules par kilo à donner. Donc il faut leur donner des boîtes et des boîtes et des boîtes. Donc vous pouvez prescrire ça pour occuper les propriétaires, mais clairement, on n'est pas sur, une utilisation efficace du charbon dans ce cas-là. Donc il faut vraiment, donner du Carbovital ou du Carbodote et donc le Carbodote existe aussi en grosse seringue où c'est pas liquide, c'est une espèce de pâte. C'est une seringue pour 20 kilogrammes. Ça peut être un petit peu moins pénible à donner, par contre ça coûte quand même relativement cher. Les complications possibles, avec l'administration de charbon, globalement, il y en a pas beaucoup. Ils peuvent vomir. Bon, oui, OK. On peut avoir des désordres électrolytiques lorsqu'on fait des doses répétées, parce que, bah, ça va absorber quand même aussi tout un tas de trucs. Donc sur vraiment des intoxications majeures où on va donner beaucoup de charbon et cetera, bah, c'est pas, déconnant d'hospitaliser l'animal et de le mettre, sous fluidothérapie. Heu c'est pas vraiment une complication, mais c'est juste, faut y penser, ça va teinter les selles en noir forcément, donc faut pas hésiter à prévenir les propriétaires parce que ça peut être assez bizarre de voir son animal qui va faire, quelques cacas d'affilée qui sont, complètement noirs. Voilà pour les décontaminations digestives. Ensuite, on va passer aux autres voies de décontamination. Il y a d'abord la voie oculaire. Donc là, lorsqu'on a, un toxique qui est arrivé dans les yeux, bah, évidemment, tout simplement, on va rincer abondamment les yeux. Ça, c'est possible de dire au propriétaire de le faire dès, la maison et pareil, on n'est pas trop créatif, donc on prend simplement du sérum Phi ou un nettoyant oculaire, pas de, nettoyant de je sais pas quoi, pas de truc pour lentilles, pas de savon, voilà, rien de tout ça. On rince et par contre, il faut rincer abondamment et si on a un prurite au niveau des yeux, il faut empêcher l'animal de se frotter. On peut avoir aussi des contaminations au niveau cutané. Donc, typiquement, le chat qui a reçu une pipette avec, de la permétrine,
ou le chat qui est tombé dans la cuve d'hydrocarbures, par exemple. Bon, et ben là, bien sûr, il va falloir faire une décontamination cutanée. Donc, on va laver abondamment. C'est pareil, le propriétaire peut commencer à la maison. Il ne faut pas hésiter à leur dire de mettre des gants selon le type de toxique. Et on va laver abondamment à l'eau tiède avec du liquide vaisselle, éventuellement du savon de Marseille ou du shampoing. Du shampoing pour chien ou pour chat, pas du shampoing pour humain. Et puis, on va aller nettoyer. Alors, c'est sûr que sur un chien, ça peut potentiellement passer vigile sans problème. Sur un chat, beaucoup moins. Donc, c'est souvent des animaux qu'il va falloir anesthésier pour pouvoir procéder à ça. Et puis, bien sûr, il faut empêcher l'animal de se lécher, pour qu'il ne mange pas le toxique. Et puis, selon le type de toxique, si vous avez, par exemple, une pipette avec des pyrétrénoïdes, c'est pas très grave, de frotter sur la zone. À l'inverse, lorsque vous avez le chat qui est tombé dans la cuve d'hydrocarbures, la peau est cramée. Donc on va éviter d'aller, frictionner, on n'utilise pas de gants, de je sais pas quoi, enfin, il faut quand même essayer de préserver la peau. Les inhalations, c'est relativement rare. Ce qu'on va avoir éventuellement, c'est les intoxications à la fumée. S'il y en a qui veulent plus d'infos là-dessus, Agathe nous avait fait une conf, donc qui est enregistrée si ça vous intéresse. Et là, l'idée, c'est de retirer l'animal de l'environnement, et puis c'est souvent, des animaux qui ont besoin, de recevoir une oxygénothérapie, donc faut pas hésiter à les référer en clinique. La diurèse forcée, attention quand même avec ça. Ne soyons pas trop joueurs avec la diurèse forcée. Sur le papier, on peut faire des protocoles de diurèse forcée pour des toxiques qui ont une élimination rénale. Donc il faut qu'on soit sûr de ça. Donc ça concerne les toxiques qui sont faiblement liés aux protéines plasmatiques avec une excrétion rénale. Et dans ces cas-là, on peut faire une fluidothérapie agressive associée à des diurétiques. Attention, parce qu'en fait, on va faire des désordres électrolytiques importants. Les diurétiques, souvent qu'on utilise, c'est le furo, c'est kaliurétique. Donc il va faire pipi tout son potassium. On a quand même un risque de surcharge volumique, notamment chez le chat qui supporte très mal les gros volumes de fluide, ou alors chez les cardiopathes. À l'inverse, si on ne les perfuse pas assez et qu'on leur donne trop de diurétiques, ils vont tout secs comme des pruneaux. Donc attention quand même, ne soyez pas trop joueurs par rapport à ça. Il faut bien maîtriser quand même le truc. Et puis enfin, on peut avoir carrément besoin d'une décontamination chirurgicale, donc pour des toxiques qui sont solides, qu'on n'aura pas réussi, qu'on n'aura pas pu faire vomir. Genre, vous voyez les espèces de trucs là qu'on va utiliser en bricolage. Pour une pile, par exemple, une pile qui a été croquée, qui se trouve dans le tube digestif, qu'on n'a pas pu faire vomir, ben là, oui, ça peut être l'occasion de faire un retrait chirurgical. On va parler maintenant des émulsions lipidiques intraveineuses parce que c'est vraiment quand même un gros sujet, et j'espère que tout le monde en a déjà entendu parler. J'espère que tout le monde en utilise, sinon, ça va être l'occasion de s'y mettre. Alors qu'est-ce que c'est déjà ces émulsions lipidiques? C'est utilisé au départ, ça a été fait pour de la nutrition parentérale chez l'homme. Donc sur des gens qui sont nourris, par voie veineuse, on va avoir des poches de protéines, des poches de lipides, des poches de glucides et donc c'est ça qu'on utilise, dans cette nutrition parentérale. C'est composé de triglycérides à moyenne et longue chaîne et généralement, c'est, des émulsions de soja qu'on a, souvent concentrées à 20. Les premières utilisations dans le cadre de toxicos, ça date des années 70-80, donc c'est quand même assez, ancien. Première description de cas sur un chien en 2003, c'est aussi, maintenant pas mal utilisé chez l'homme, notamment, dans les intoxications, ou les surdosages d'anesthésiques, parce que ça fonctionne particulièrement bien, dans ces cas-là. On a vraiment une utilisation assez croissante de ces émulsions lipidiques, intraveineuses. En humaine, c'est quand même compliqué parce qu'on ne peut pas non plus faire des études, randomisées, contrôlées, donc bon, c'est pas très facile en fait de vraiment publier là-dessus. Maintenant, il commence à y avoir quand même beaucoup de cas décrits. On a pas mal de papiers. En médecine vétérinaire, en tout cas, on a des cas décrits avec une réussite, on va dire, de l'utilisation des émulsions lipidiques sur des intoxications aux antiparasitaires. Donc, par exemple, les pyrétrénoïdes, évidemment, chez le chat, l'ivermectine, l'amoxidectine, ce genre de choses.
Dans des cas d'intoxication aux drogues récréatives, le cannabis, la cocaïne, pour pas mal de médicaments, notamment le paracétamol, les INS, des anxiolytiques, des traitements pour les maladies mentales chez l'humain, des intoxications à la vitamine D, aux convulsivants comme la brométaline, etc. Donc on a vraiment pas mal d'utilisations décrites. Comment ça s'utilise? Attention, c'est assez particulier parce qu'en fait, c'est des très, très bons milieux de culture pour les bactéries, donc ça ne se conserve pas du tout. C'est-à-dire que, bon, bah, non ouvert, a priori, c'est à peu près 2 ans, enfin, c'est marqué, la date de péremption sur le truc et une fois que c'est ouvert, c'est seulement 24 heures au frigo et ça, c'est à condition qu'on ait été très propre quand on a, ouvert la poche, quoi. Il faut pas que ça traîne de partout. Donc en fait, une poche ouverte, c'est une poche, utilisée et qui va être jetée. Donc c'est une poche facturée, pour les clients. Comment est-ce que ça fonctionne ces petits intralipides? On ne sait pas exactement, en fait, comment ça fonctionne. Il y a des choses qui sont connues, des choses qui sont un peu supposées. Il y a des théories qui sont, émises, face à ça. Ce qui est largement accepté et ce qui est notamment bien décrit chez l'homme quand c'est utilisé dans les cas d'accident anesthésique, c'est qu'on va améliorer les performances cardiaques avec une perfusion de lipides parce qu'on va délivrer des acides gras libres qui sont la source d'énergie directe principale des cardiomyocytes. Donc on va vraiment améliorer la fonction des cardiomyocytes. Il y a aussi une théorie qui est largement répandue, c'est la théorie de l'évier lipidique ou de la navette lipidique. L'idée, c'est que, ça va vous rappeler vos petits cours de prépa, du gras qu'on perfuse dans le sang, ça va forcément se mettre sous forme de micelle, avec un pôle, hydrophile à l'extérieur au contact du sang et un pôle lipophile à l'intérieur, potentiellement du coup qui va capter des molécules toxiques lipophiles et en fait, ces petites micelles vont former une phase lipidique dans le sang, qui va emprisonner des composés lipophiles et qui va ensuite permettre leur élimination par le foie ou les reins sans que ces molécules toxiques lipophiles n'aient pu avoir leur action toxique sur le reste de l'organisme. Donc du coup, cette théorie de l'évier lipidique, elle est basée sur la lipophilie de la molécule et ça, on peut la connaître grâce au log de P, de la molécule. Plus le log de P est grand, plus la molécule est lipophile et donc plus les émulsions lipidiques ont une chance de fonctionner. Si, vous avez un cas d'une intoxication avec une molécule en particulier et vous vous demandez si c'est lipophile et si donc il y a un intérêt, à tenter les émulsions lipidiques, vous pouvez aller sur le site Drug Bank, qui répertorie mais une mine d'informations. Vous tapez le nom de votre molécule et vous déroulez, il y a toutes les caractéristiques du truc. Bon, il y a vraiment beaucoup d'infos, mais vous descendez et en bas, vous allez trouver, le log de P de la molécule et donc plus il est grand, plus il est positif, parce qu'il y a des molécules avec un log de P négatif. Dans ces cas-là, a priori, ils sont très hydrophiles. Donc plus il est positif et grand, plus vous avez de chances que, votre émulsion lipidique, ça fonctionne. Cette théorie de l'évier lipidique, elle est quand même remise en cause. En tout cas, il ne peut pas y avoir que le log de P comme prédicteur d'efficacité puisque, il y a eu des cas décrits où ça a fonctionné. On a vraiment réussi à gérer des intoxications avec des molécules qui avaient un log de P négatif, donc des molécules très hydrophiles. Donc on suppose qu'il y a aussi une influence, du pK, pKb, des couples acide-base et cetera. Donc il n'y a pas que ça qui fonctionne. Le protocole qu'on utilise actuellement lorsqu'on a une émulsion à 20 c'est de faire un bolus initial à 1,5 ml par kilo IV. Puis on va mettre en place une perfusion continue, donc de 0,25 ml par kilo par minute pendant 30 minutes et on peut monter, c'est-à-dire qu'on peut doubler la poso et doubler le temps. Ça représente alors ça dépend, je sais que chez nous, côté Adomvet, on a plutôt des poches de 100 millilitres. Je sais qu'il y a d'autres cliniques, je sais plus qui j'avais eu en vet coach, mais bref, où c'était des poches, je crois, de 250 voire de 500 millilitres. Donc ça dépend de la présentation que vous avez, mais ça peut quand même représenter pas mal en quantité. Vous voyez, si on se met sur la dose la plus faible pour un chien de 10 kilos, on a une poche de 100 millilitres et on peut monter jusqu'à avoir besoin de 3 poches. Et un chien de 10 kilos, c'est pas énorme, on peut vite aller au-delà de ça. Ça peut être répétable pendant les premières 24 heures si on a une amélioration sans résolution et on essaye de ne pas dépasser 10 ml kilo jour. Les effets secondaires.
Au départ, notamment en médecine vétérinaire, il n'y avait pas grand-chose de décrit. On considérait qu'il n'y avait pas trop d'effets secondaires, etc. Maintenant, avec le recul qu'on commence à avoir, aussi bien chez l'homme que chez l'animal, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'effets secondaires décrits, dont certains peuvent être graves. En proportion, ça ne représente pas du tout la majorité des cas, mais il faut quand même le savoir, ça n'est pas dénué de risques. On peut avoir des complications au niveau cardiovasculaire et respiratoire, des anomalies au niveau de l'hémato, donc notamment des dommages oxydatifs des globules rouges. On peut avoir des symptômes neuro, une hyperlipémie, évidemment, on perfuse des triglycérides. On a notamment en humaine ce qui est décrit comme étant le fat overload syndrome, donc avec voilà, les effets de cette hyperlipémie transitoire. On peut avoir des dépôts lipidiques au niveau de la cornée, ça c'est pas très grave, c'est autorésolutif. Et puis notamment en humaine, il y a des cas décrits de choc anaphylactique. Chez l'animal, on n'a pas non plus 150 000 études là-dessus, mais il y en a quand même, avec des cas parfois quand même qui peuvent être problématiques. Finalement, on va tenter les émulsions lipidiques intraveineuses sur des cas d'intoxication grave, avérés ou suspectés, et notamment sur des toxiques vraiment problématiques, genre les convulsivants, où là, dans la balance bénéfice-risque, on a quand même un intérêt à utiliser les émulsions lipidiques. La limite, ça peut être le prix, dépendamment du poids de l'animal et de la présentation que vous avez. C'est vrai que nous, les petites poches de 100 millilitres qu'on a, elles sont facturées aux clients plus de 150 € la poche, parce que le prix d'achat est excessivement cher. Donc c'est sûr qu'il faut bien faire un devis avant, et être sûr que ce soit OK. Je vous reparle encore un petit peu plus des émulsions lipidiques avec cette étude rétrospective qui est parue dans Frontiers en 2023, qui est vraiment intéressante et qui est une belle cohorte quand même, puisqu'on avait 313 chiens et 100 chats, ce qui fait quand même vraiment pas mal pour une étude vétérinaire, des cas qui ont été recrutés entre 2016 et 2020. Les toxiques, dans cette étude, dans 48% des cas, on ne connaissait pas le toxique. On avait des symptômes et une intoxication suspectée, 8% de rodenticides, 7% de noix moisies et de drogues récréatives. Les symptômes qui étaient observés chez ces patients, dans 63% des cas, c'est des symptômes neuro. Donc c'est quand même souvent dans ces cas-là qu'on va de toute façon faire appel aux émulsions lipidiques. On avait aussi des signes cardiovasculaires, des modifications de la température et des troubles digestifs. On a eu une amélioration clinique suite à la réalisation du protocole intralipide dans 74% des cas, donc c'est quand même vraiment pas mal. 22% des cas où on n'a pas eu d'effet notable, et dans seulement 4% des cas, il y a eu une dégradation clinique constatée. Est-ce que c'est ou pas les effets des intralipides? On ne peut jamais être sûr à 100%. Et puis dans 6% des cas, on a noté des effets indésirables possibles ou suspectés, avec une survie globale quand même dans l'étude de 96% des patients. Et justement, les effets indésirables décrits, des symptômes neuro, notamment une hypovigilance ou une ataxie, une bradycardie, une hyperthermie, des vomissements, de la diarrhée, une détresse respiratoire, une dégradation de l'état général, un œdème de la face ou une phlébite. Donc voilà, il y a quand même des effets secondaires. C'est pas du tout la majorité des cas, c'est pas forcément des symptômes secondaires graves, mais il faut quand même le savoir. Chaque médicament, de toute façon, comporte des risques potentiels. Voilà pour les émulsions lipidiques. Je vous encourage quand même à en faire, à en avoir, même à domicile. Vous pouvez tout à fait avoir 1 ou 2 poches dans la mallette. C'est des protocoles qui se font sur 30 minutes à 1 heure, c'est tout à fait jouable de le faire à domicile. Autre stratégie de décontamination, on ne va pas non plus s'étendre dessus, mais c'est très intéressant de le savoir, c'est la dialyse. On va commencer par l'hémodialyse. Donc le principe de l'hémodialyse, c'est qu'on va avoir une membrane de dialyse et il va y avoir diffusion passive de molécules du sang vers le dialysat en fonction des gradients de concentration. Donc on va pouvoir utiliser cette technique pour des molécules ou des toxines qui ont un faible poids moléculaire, qui sont faiblement liées aux protéines plasmatiques et très hydrosolubles. Et c'est le cas notamment de l'éthylène-glycol, des barbituriques, de certains antibiotiques comme l'Agenta, d'AINS, etc. Donc ça, en fait, l'idée, c'est j'ai un patient qui a ingéré tel ou tel toxique qui correspond à ses caractéristiques. Il n'a pas encore les effets secondaires du toxique. Par exemple, éthylène-glycol, on sait que ça va faire
une miliarisation au niveau des reins et puis une insuffisance rénale. Enfin, c'est foutu. Une fois que c'est déclaré, c'est foutu. Donc, avant l'apparition des symptômes, mais c'est trop tard pour faire une décontamination, on peut vite envoyer cet animal en dialyse pour épurer la toxine du sang et essayer de prévenir l'apparition des symptômes. Et puis, on a aussi la technique de l'hémoperfusion. Donc là, le principe, c'est qu'en fait, on va insérer dans le cycle de dialyse une cartouche qui contient un adsorbant. Donc, ça peut être du charbon activé ou ça peut être des résines synthétiques. Et le sang, en passant dans cette cartouche, va s'absorber dessus. Donc, les caractéristiques, c'est que la réussite, elle va vraiment dépendre de l'affinité de la toxine par rapport à l'adsorbant. Et puis, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'impact du poids moléculaire, comme ça ne doit pas passer au travers d'une membrane. Par contre, il y a des phénomènes de saturation possibles qui impliquent de devoir changer la cartouche pour être efficace. On n'a pas non plus 50 000 données disponibles, mais c'est quand même des procédures qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, là, c'est un exemple d'un animal qui est sous dialyse où il y a eu insertion d'une cartouche de charbon au milieu. Si jamais vous avez un cas où potentiellement vous pensez que la dialyse peut avoir un intérêt, je vous rappelle que notre associée Pauline a ouvert son centre de dialyse à Toulouse, donc elle peut recevoir des cas pour de l'hémodialyse ou de l'hémoperfusion. Elle m'a dit d'ailleurs qu'elle venait de publier un post, je crois que c'est sur LinkedIn, sur justement la gestion de ces cas d'intoxication, donc c'est hyper intéressant. Renseignez-vous là-dessus. Donc, en tout cas, en fonction de l'endroit où vous travaillez, donc dans le sud, ça peut être dialyse. Dans la région de Lyon, ça peut être l'école vétérinaire de Lyon. Dans la région parisienne, il y a Frégis aussi qui dialyse. Donc, si à un moment, vous êtes face à des propriétaires super motivés et que vous pensez qu'il peut y avoir un intérêt de la dialyse pour gérer une intoxication, n'hésitez pas quand même à vous renseigner et à appeler. Donc, voilà pour les techniques, on va dire, de décontamination. Et puis maintenant, on va reprendre ensemble quelques toxiques fréquents. Les rodenticides, c'est le grand champion des cas répertoriés au CNITV. Donc, je ne m'étends pas dessus puisqu'on a une conférence prévue sur ce sujet le 17 juillet. Donc, rendez-vous le 17. Donc, maintenant, on va parler plutôt des convulsivants. Donc, on commence avec le méthaldéhyde, qui est un molluscicide répandu, donc produit contre les limaces et les escargots, qui est souvent présenté sous forme de petits granulés bleus comme ceci. Le mécanisme d'action précis n'est pas spécialement connu et on a une absorption orale très rapide. C'est hyper toxique. Regardez les doses létales. 2 à 10 granulés par kilo, ça tue un chien, et 5 à 20 granulés par kilo, ça tue un chat. Donc vraiment, ça peut aller très vite. Au niveau des signes cliniques, on va souvent avoir des troubles digestifs, notamment des vomissements, tachycardie, hyperthermie, et très rapidement, on se met à avoir des symptômes neurologiques, trémulation musculaire, hyperesthésie, convulsions, coma et mort. C'est vraiment assez terrible, les intoxications au méthaldéhyde. Et alors, tant qu'ils ont du méthaldéhyde dans le tube digestif, ils vont continuer à convulser. Donc ça, c'est vraiment des cas, par exemple, où le lavage gastrique peut se justifier. Attention, c'est plutôt bien. Maintenant, quand même, en jardinerie, ils vendent beaucoup de produits contre les limaces et les escargots qui ont exactement le même aspect, donc des petits granulés bleus, mais qui contiennent pas du tout de méthaldéhyde et qui sont OK chien, OK chat. Donc, c'est pas parce qu'il y a des granulés bleus chez les gens que c'est forcément du méthaldéhyde quand même. La strychnine, normalement, elle est interdite d'utilisation en France depuis 1999. Sur des zones un petit peu plus rurales, voilà, vous pouvez quand même être confronté à des cas d'intoxication. C'était utilisé comme corvicide, rodenticide et topicide à l'époque. Donc, on a de nouveau une absorption orale très rapide et puis on a des doses létales qui peuvent aller assez vite aussi. Et là, vous voyez une illustration de ce que peut faire une intox à la strychnine. Ça fait vraiment des contractions musculaires hyper importantes. Ça peut faire une mort subite directement, hein. Et puis sinon, généralement, l'animal va mourir de paralysie respiratoire. Donc vraiment quelque chose de très chouette. Autre convulsivant qu'on peut retrouver, c'est le chloralose, qu'on va retrouver notamment dans certains rodenticides et corvicides. Absorption orale rapide et demi-vie assez longue, hein, quand même. Ça peut faire plusieurs jours, notamment chez le chat. Et on a de nouveau des doses létales qui sont assez problématiques. 15 grammes d'appât tue un chien de 4 kilos.
un petit peu moins pire chez le chien, 75 grammes d'appât pour un chien de 5 à 10 kilos. Mais attention, ça peut aller très vite. Et alors, le chloralose, ça fait vraiment des symptômes en hypo. Les signes cliniques, ils démarrent très, très, très rapidement après l'ingestion. Et on va se retrouver surtout vraiment avec tout en hypo. Donc, un animal qui très rapidement devient léthargique, voire dans le coma, qui peut présenter une bradycardie et une bradypnée hyper importante et des hypothermies inférieures à 34 degrés. Ça, c'est assez caractéristique du chloralose. Donc, vraiment tout en hypo. Moi, j'ai déjà eu un cas d'intoxication au chloralose où les gens pensaient que le chat était mort et au bout d'un moment, ils l'ont entendu faire un bruit. Il est arrivé à la clinique, il était à 2 de fréquence respiratoire. Donc effectivement, on pouvait vraiment penser qu'il était mort. Et puis, une fréquence cardiaque atrocement basse aussi. Et après des émulsions lipidiques intraveineuses et plusieurs heures de nursing, il était parti de la clinique en étant remonté péniblement à 36 de tempé et je crois à 80 de cardiaque, mais il était toujours pas tiré d'affaire. On a vraiment des intoxications qui peuvent être assez impressionnantes. Donc pour tous ces convulsivants, globalement, le traitement, ça va être de faire une décontamination digestive, mais la plupart sont absorbés super rapidement. Donc il faut que ce soit absolument très, très, très précoce et c'est des cas, notamment, pour ceux où on a une dose létale très faible, où le lavage gastrique plus ou moins rectal est tout à fait indiqué et on peut donner du charbon activé si l'animal n'est pas trop symptomatique et on peut faire des doses répétées. Il faut vraiment pas hésiter à hospitaliser ces animaux et bah, ensuite on va traiter de manière symptomatique, les choses qui vont arriver, notamment les troubles neurologiques. C'est parfois des cas où il faut aller jusqu'à l'intubation et la ventilation mécanique, donc très, très grave, ça peut être assez dramatique et par contre, ce sont des bons candidats à l'utilisation d'émulsions lipidiques intraveineuses, donc là, il faut vraiment le proposer, dans la prise en charge, d'emblée. On va s'intéresser maintenant au cannabis. Donc le cannabis, la molécule, toxique dedans, c'est le THC. On a essentiellement des intox par ingestion, où ils vont manger, une boulette, de shit, ils vont manger, le bout de joint ou je sais pas quoi. Les intox par inhalation, théoriquement, c'est possible, mais enfin bon, ça c'est pas j'en ai jamais vu personnellement. L'absorption du THC, elle est lente, elle est erratique, elle est accélérée par les aliments gras, hein, tous ceux qui ont déjà fait des space cookies le savent. Et puis ce qui est, intéressant sur le cannabis, c'est qu'on a une excrétion biliaire avec un cycle entéro-hépatique qui lui donne une demi-vie très longue d'environ 30 heures. Donc c'est des intoxications qui peuvent durer quand même un petit moment. La dose toxique, la dose létale est supérieure à 3 grammes par kilo et on est bien sur 3 grammes de THC par kilo et pas 3 grammes de shit. Ce qui fait qu'en fait, on a vraiment une très grande marge de sécurité avec le cannabis, parce que, en fait, la dose létale, elle est vraiment très grande. Donc, finalement, on a souvent des intoxications symptomatiques, mais où on est très, très, très loin d'avoir une intoxication grave. Donc ça, c'est plutôt cool. Les symptômes, ils arrivent quand même assez vite, 1 à 2 heures post-ingestion et globalement, en fait, on va avoir un chien ou un chat, mais c'est plutôt les chiens, qui est défoncé, hein, voilà. Donc il va être ataxique, il va être un petit peu, perdu, un peu hypovigilant. Ils sont souvent en mydriase, ils peuvent avoir des réactions un peu d'hyperesthésie, de photophobie. Ils peuvent se mettre à baver, à vomir. Au niveau de la température, on peut être en hypo ou en hyper et donc sur de très, très, très rares cas, sur des ingestions vraiment massives, on peut avoir, coma et mort, mais c'est hyper, hyper rare et par contre, persistance des symptômes, vu que la demi-vie est longue, pendant 1 à 3 jours. Le traitement, si on sait que l'animal vient d'ingérer le truc, évidemment, on fait une décontamination digestive. On peut faire du charbon puisqu'on sait que, il y a un cycle entéro-hépatique et cetera, donc on peut faire du charbon avec des doses répétées. On peut, utiliser les émulsions lipidiques intraveineuses. Ça marche, très bien, mais faut-il le faire? Ça dépend, bénéfice-risque. Comme c'est des intox qui sont peu graves, ça va vraiment dépendre du cas et surtout des proprios. Si vous avez des propriétaires qui sont OK pour voir leur animal défoncé pendant un petit moment et voilà, ça peut s'arrêter là sur des propriétaires qui sont très, très inquiets ou si on n'est pas sûr que ce soit du cannabis, on peut tenter les émulsions lipidiques intraveineuses. Le pronostic est généralement très bon, en 1 à 3 jours. Souvent là par contre, il faut être, assez,
comment dire? Au niveau du questionnement, parce que nous, on a envie de savoir si c'est du cannabis, parce que si c'est du cannabis, bah, on est content, on est plutôt rassuré, on sait que c'est pas très grave et cetera. Par contre, amener les propriétaires à nous dire que potentiellement c'est une intox au cannabis, c'est loin d'être facile. Il faut des fois, être un petit peu ingénieux sur la façon de poser les questions, pas hésiter à leur demander s'il y a pas les voisins ou des amis, qui, pourraient avoir laissé du cannabis chez eux parce que, souvent les gens ont peur et ne disent pas la vérité. Ensuite, on va parler du paracétamol. Donc c'est un antidouleur, antipyrétique sans ordonnance tout le monde en a, franchement, voilà. Et on a beaucoup d'intoxications qui sont secondaires à une administration volontaire de la part des propriétaires qui ignorent la toxicité du paracétamol. Donc le problème, c'est que, c'est chez le chat essentiellement. Le chat qui n'a pas, de glucuronoconjugaison au niveau hépatique et qui va donc, s'intoxiquer avec, le paracétamol. Excusez-moi, je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a un bruit de scie. Pardon. Donc voilà, c'est vraiment surtout le chat, qui s'intoxique au paracétamol. Hem, L'intoxication, elle arrive lorsque les stocks de glutathion sont épuisés, et donc là, il va y avoir, à la fois des dommages au niveau, des globules rouges, puisqu'il va y avoir des dommages oxydatifs au niveau de l'hème, donc ça va donner une méthémoglobinisation, la formation de corps de Heinz et une anémie, et ça donne l'aspect anormal au niveau de la couleur des muqueuses qui peuvent devenir un petit peu, marron, couleur brique, ça dépend, des fois un peu grises. C'est pas toujours très, très facile à voir, mais parfois on a quand même des choses assez franches. Quand on a une anomalie de la couleur des muqueuses, il faut suspecter une intoxication au paracétamol et puis on va avoir des lésions aussi au niveau hépatique. Donc on a dit le chat est particulièrement sensible du fait de son déficit en enzymes, hépatiques et donc on a des doses toxiques décrites. Donc chez le chien, ça peut s'utiliser, hein, le paracétamol, comme analgésique, ça marche d'ailleurs plutôt bien. On va utiliser 10 à 15 milligrammes par kilo 2 à 3 fois par jour et à partir de 100 milligrammes par kilo, c'est toxique. Et chez le chat, on a des signes cliniques qui apparaissent dès 10 milligrammes par kilo, donc ça peut aller très, très vite et la vraie grosse dose toxique, c'est à partir de 50 milligrammes par kilo, ce qui est déjà largement dépassé lorsqu'un chat tombe sur un comprimé de, 500 milligrammes. Au niveau des symptômes, ben, on a des symptômes non spécifiques, abattement, léthargie, vomissement, anorexie et surtout, liés à la méthémoglobinisation et à l'anémie, ictère, cyanose, muqueuse brune, pigmenturie, voilà et puis un autre truc assez, bah, «rigolo» entre guillemets, en tout cas qui peut vous faire penser à une intox, au paracétamol, c'est des œdèmes de la face des membres et ou des coussinets. Donc là, faut pas hésiter à, questionner les gens. Le traitement, bah, si on peut, on limite l'absorption, on facilite l'élimination et on va essayer de limiter la formation des métabolites toxiques et augmenter les stocks de glutathion. Et après, c'est surtout du traitement de soutien en fonction des symptômes qu'on va avoir. Donc on peut faire, vomir si l'ingestion est relativement, récente et on peut donner du charbon activé, pour favoriser l'élimination du toxique et comme il y a un cycle entéro-hépatique de nouveau, sinon c'est pas drôle, il faut le donner pendant plusieurs jours. Au niveau des traitements un petit peu plus spécifiques, on peut donner, de la N-acétylcystéine qui est un précurseur du glutathion. C'est pas, non plus mirobolant, mais ça peut quand même aider. Donc ça c'est, sous forme souvent de petits sachets, donc c'est des médicaments pour humains, le Mucomyst ou l'Exomuc, et il y en a aussi, bah, en fait le Nacolir c'est ça, donc ça peut, arriver de faire boire du Nacolir et ça existe aussi sous forme injectable. J'ai perdu le nom commercial là, c'est normalement un produit qui est fait pour des instillations, trachéobronchiques mais du coup qu'on peut, reconditionner. C'est une petite poudre qu'on peut reconditionner, et donc qui peut se faire, en administration intraveineuse et on fait une dose de charge au départ et puis ensuite on peut continuer, par voie orale. Il y a des trucs que vous pouvez retrouver dans la littérature globalement, c'est assez controversé. Il y a rien dont l'efficacité est vraiment prouvée. Le pronostic, il va être bon à réserver en fonction du délai de prise en charge et de la dose ingérée.
Les AINS, bah là, c'est un peu pareil. C'est souvent des intoxications par administration volontaire. Donc, ce sont des molécules qui sont analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires, et puis qui vont agir donc sur la cascade de l'acide arachidonique. La plupart ont une excrétion rénale et biliaire. Et les effets de cette intoxication, bah, ils sont liés aux effets secondaires connus des AINS. On sait qu'ils ont notamment une toxicité gastro-intestinale importante parce qu'ils vont inhiber les prostaglandines endogènes qui sont au niveau de la muqueuse de l'estomac et qui sont protectrices. Donc, on peut se retrouver avec des ulcères au niveau de l'estomac, comme sur cette photo ici, où là, c'était pas une intox aux AINS, c'était un combo AIS plus AINS. Donc, c'était le chien, malheureusement, d'un veto qui avait prescrit sur son propre chien AIS plus AINS, mais ça peut arriver si on cumule des grosses doses d'AINS et donc avec un ulcère perforant au niveau du pylore. On le sait aussi, les AINS ont une toxicité rénale, donc ils peuvent provoquer une insuffisance rénale. On peut avoir une toxicité hépatique, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et l'aspirine a une action anti-thrombotique, donc c'est un anti-agrégant plaquettaire. Donc voilà, on peut avoir une action là-dessus, mais finalement, c'est beaucoup plus rare que ce soit de l'aspirine qui soit concernée. Au niveau du traitement, comme d'hab, si l'ingestion est récente, on va faire vomir. On peut faire un lavage gastrique si on a une intox massive. On peut donner du charbon. Et puis après, le traitement soutien, c'est vraiment de la fluido pour essayer de protéger la fonction rénale. Ensuite, on va protéger le tube digestif. On peut donner des antiacides, on peut donner des pansements digestifs pour venir vraiment tapisser, notamment du sucralfate. Dans les cas les plus graves, on peut carrément aller jusqu'à donner du misoprostol, qui est une prostaglandine de synthèse et donc qui est utilisée comme anti-ulcéreux. Donc ça, c'est un médicament. Et puis, traitement alternatif, on l'a évoqué tout à l'heure, on peut proposer une dialyse, ou soit une hémodialyse, soit une hémoperfusion selon les cas. Il y a des cas décrits où ça a bien fonctionné. Et puis, les émulsions lipidiques intraveineuses, ça, c'est plutôt des molécules hydrophiles. Malgré tout, on a des cas décrits avec succès sur des intox à l'ibuprofène et au naproxène. Donc, sur des intox massives, pourquoi pas le proposer. On va parler maintenant du raisin et du lys que j'ai réunis dans un seul chapitre. Donc le raisin, on n'est pas sûr à 100% de ce qui cause la toxicité. Il semblerait que ce soit l'acide tartarique dans les dernières publis. Ça pourrait être sinon des ochratoxines, des flavonoïdes, des polyphénols, des pesticides, on ne sait pas trop. On sait en tout cas qu'il y a une sensibilité qui est assez individuelle. Il n'y a pas de dose létale publiées à l'heure actuelle. Les dernières doses toxiques qui seraient possiblement décrites, ça serait une toxicité digestive à partir de 1 grain de raisin pour 5 kg, donc ça va quand même très vite, et une toxicité rénale à partir de 2 grains de raisin pour 5 kg. Ça marche aussi avec des grains de raisin secs. Tous les raisins, sous toutes leurs formes, sont toxiques. Donc le raisin frais, le raisin sec, le mou de raisin, enfin les trucs, tout est toxique. Comme on n'est pas vraiment sûr de la relation entre la dose ingérée et la sévérité de l'intoxication, il faut toujours considérer qu'une intoxication au raisin est grave, peu importe la quantité ingérée. Et donc, pourquoi est-ce que le chien s'intoxiquerait et pas l'homme? Donc, avec leur idée d'acide tartarique, là, a priori, il manque une protéine de transport dans le rein au niveau du chien pour l'acide tartarique. Et du coup, au niveau des cellules des tubules, il y aurait une accumulation d'acide tartarique et une mort cellulaire, possiblement par dysfonctionnement mitochondrial. Tout ça n'est pas encore parfaitement élucidé. Dans les symptômes, on va souvent avoir assez rapidement des symptômes digestifs, vomissements, anorexie, diarrhée, ptyalisme, ce genre de choses. Et puis, on peut avoir aussi des symptômes tels que de l'ataxie ou de la faiblesse. Et ensuite, progressivement, on a une atteinte rénale. Et donc là, on se retrouve avec des symptômes secondaires à l'insuffisance rénale aiguë, qui est par dégénérescence tubulaire. Donc, c'est des animaux chez qui on va retrouver une glucosurie sans hyperglycémie. Pour ce qui est du lys, donc là, c'est plutôt chez le chat. Toutes les parties de la plante sont toxiques. Les pétales, les feuilles, les étamines, même le pollen.
et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est toxique dedans. On n'a pas de dose létale publiée, donc c'est pareil, toute exposition à du lys doit être considérée comme grave. Les symptômes, souvent, on n'a rien du tout au début, et puis des fois, on n'aura rien du tout du début à la fin, et on peut avoir apparition de symptômes digestifs, neurologiques et surtout d'une insuffisance rénale aiguë qui malheureusement, une fois qu'elle est installée, est quand même de très mauvais pronostics. Le diagnostic, ben, on va souvent s'en rendre compte tardivement lorsqu'on a apparition d'une insuffisance rénale aiguë. Donc il faut poser la question au propriétaire d'une possible intoxication avec ces toxiques-là en fonction de si c'est un chien, un chat. Et puis ça, c'est pour les cas, voilà, où on a des cas symptomatiques, et sinon c'est lorsque les propriétaires se sont aperçus d'une ingestion ou d'un contact non désiré ou parfois désiré. Le traitement sur un animal qui n'est pas azothémique avec une exposition récente, bien sûr qu'on va, comme d'hab, faire une décontamination digestive. Rappelez-vous, le raisin est digéré très lentement, donc il ne faut pas hésiter à faire vomir jusqu'à plusieurs heures post-ingestion. Et puis, on peut proposer, par précaution, de mettre sous fluido pendant bien 48 heures quand même, avec un suivi biologique, pour essayer de protéger la fonction rénale. Et puis, lorsque malheureusement on a un patient en IRA, et bien là, il faut faire une fluidothérapie adaptée à la diurèse. Pourquoi? Parce qu'on a un risque d'oligoanurie, voire d'anurie. Donc ça, c'est-à-dire qu'on a une diurèse qui diminue. Donc, si on perfuse trop, on va les mettre en surcharge. Ça, c'est des patients, il faut absolument les référer en hospitalisation. Quand vous mettez en évidence de toute façon une IRA à domicile, il faut les référer. Et puis bah, là, ça vaut le coup de poser la question par rapport à une possible exposition au raisin ou au lys. Et c'est des patients parfois qui vont nécessiter une hémodialyse. Le pronostic, bon, les chiffres sont assez variables. On a quand même un certain nombre de chiens qui vont ingérer du raisin et qui vont aller très très bien. Donc tant mieux pour eux. Et puis lorsqu'on a une IRA qui se développe, on a à peu près un chien sur deux qui va malheureusement pas survivre. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans les survivants, c'est très long pour récupérer. En fait, les lésions au niveau du tubule, elles peuvent être majeures, et le tubule peut quand même se régénérer dans une certaine mesure, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça prend du temps. Et donc c'est des patients qui souvent vont avoir besoin d'une dialyse le temps, plusieurs dialyses, le temps justement de cette régénération au niveau des tubules. Et pour le chat, à partir du moment où il y a une IRA qui se développe, c'est pas de bons pronostics. Et on termine avec le chocolat. Bon, bah alors là, je pense que vous avez tous déjà vu et pris en charge des intox au chocolat. Donc, c'est la théobromine qui est toxique dans le chocolat. Il y en a dans le chocolat noir, un peu moins dans le chocolat au lait, et pas du tout dans le chocolat blanc. On peut trouver partout sur Internet des calculateurs de doses en fonction du pourcentage de cacao dans le chocolat, de savoir si c'est vraiment toxique ou pas. De toute façon, nous, on ne fait pas notre régulation, c'est la régule qui nous envoie les consultes. Donc, une fois qu'ils nous ont envoyé une consulte pour ingestion de chocolat, généralement, on le prend en charge, on ne va pas renvoyer les gens sans rien faire. La toxicocinétique, donc la méthylxanthine va stimuler le système nerveux central et le myocarde. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des symptômes digestifs dans un premier temps, et après neuro et cardiaque. L'absorption est lente, hein, vraiment, l'absorption déjà au niveau digestif, c'est très très lent. Il ne faut pas hésiter à les faire vomir longtemps après. Et puis, il y a un cycle entéro-hépatique. Assez rapidement, on peut avoir apparition de troubles digestifs, vomissements, diarrhée. Et puis ensuite, c'est des animaux qui deviennent super agités, en hyperactivité, ils peuvent présenter des trémulations, etc. Et puis une tachycardie, une hypertension, sur les cas les plus graves, ça peut aller malheureusement jusqu'à la mort. Le traitement, on va faire une décontamination digestive. C'est très souvent quand même que les propriétaires, en gros, rentrent chez eux, s'aperçoivent que l'animal a mangé du chocolat, on consulte et on est à temps pour faire vomir. Pour les cas les plus graves, on peut les mettre sous fluido, les hospitaliser et faire un monitoring cardiaque et neurologique. Et puis, dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à mettre du charbon avec des doses répétées, vu qu'on a un cycle entéro-hépatique. Voilà pour ces principaux toxiques. Donc, en conclusion, ce sont des consultations qui sont quand même très fréquentes pour nous, urgentistes,
avec des cas qui vont être pas graves du tout, mais jusqu'aux cas qui peuvent être complètement mortels et assez vite. Pour une fois, on a quand même une prise en charge qui est assez standardisée. Voilà, on décontamine et ensuite on voit par quoi on peut agir. Pensez quand même aux émulsions lipidiques intraveineuses. C'est vraiment quand même vos amis sur pas mal d'intox. Et ça peut être des cas super gratifiants. Donc ça, c'est assez chouette. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? J'essaye de revenir au truc pour arrêter le partage, mais je n'y arrive pas du tout. Ah, voilà. Moi, j'avais pas de questions, mais un petit commentaire. J'ai eu plusieurs fois, je pense, des intoxications de chat à l'alpha-chloralose. Ouais. Et c'est vrai que faut quand même se méfier de ça. Parce que j'en avais un, il était tout en hypo, donc j'avais envie de dire, j'ai appelé CLITV, bon, enfin, je m'en suis doutée. Mais l'autre, il était en hypo et hyper, il avait des symptômes très évocateurs de rage, en fait. Et ouais, ok. dans le diagnostic différentiel de la rage, l'intoxication au chloralose. Ouais, qu'en fait, intéressant. chez le chat, ils peuvent être dans un état d'agressivité, mais complètement hystérique, et en faisant des gros bruits au niveau bronchique un peu. Et en fait, le chat, il était hystérique, mais il était en hypothermie, quoi. D'accord, ok. Et voilà. Donc, ça s'est quand même terminé que le chat, je l'ai sédaté au filet, j'avais pas le choix. Je l'ai fait hospitaliser de suite. Il est mort le lendemain et la tête a fini à Pasteur, quoi. Donc, en fait, Ok. c'était, voilà. Eh ben, écoute, hyper intéressant. Tu vois, j'ignorais qu'il y avait la rage dans le DDX. Effectivement, c'est important à savoir parce que pour le coup, on rigole pas trop avec ça. Moi, j'ai vraiment eu que les cas classiques en hypo de tout. Donc, ok, hyper intéressant. Après, bon, c'est pas confirmé que c'est ça le toxique, hein. Bien sûr, on n'était pas sûr, mais on voyait pas trop ce qui pouvait à la fois faire une hypothermie et des symptômes neuro. Et après, en clinique, il était très, très en hypo, je pense. Ouais, ok. Et il allait même mieux le soir, c'est pour ça que j'étais étonnée, et il est mort dans la nuit. Et en fait, ils partent en coma, je pense. Ouais. Ah oui, ça par contre, ouais, ça les plonge vraiment, ça peut être assez dramatique. Et ce qui est vraiment important, c'est que le chloralose, maintenant, ça fait partie des rodenticides. Donc, quand il y a une intox avec des souricides raticides, ça n'est pas forcément l'AVK auquel on pense tout le temps. Ça peut être des trucs piégeux comme ça. Ouais. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Juste une observation, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Oui, vas-y. Moi, j'ai eu deux cas de cannabis, de shit. Ouais. En général, ce qui frappe, c'est que c'est des animaux qui sont flagada, complètement mollassons, et tout d'un coup, on les voit courir sur quatre pattes. On les voit, pardon, j'ai pas entendu. On les voit se relever, courir tout d'un coup, comme si de rien n'était. Ouais, ils peuvent vraiment avoir effectivement des réactions d'hyperesthésie. Donc, effectivement, ils peuvent passer de complètement comme ça à d'un coup sauter au plafond. Effectivement, ouais. Tu peux avoir ça. Carrément marcher, courir, comme si de rien n'était. Les deux cas, c'est un peu comme ça. C'est ce qui frappe le plus, en fait. Et souvent, souvent les deux cas, souvent, c'est des jeunes de banlieue, donc souvent à la tête du gars, on imagine bien qu'ils pensaient. Quoi. Ils le reconnaissent facilement si c'est les deux cas que j'ai eu. Voilà. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup de nous avoir partagé ça aussi. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres partages d'expérience ou des questions éventuellement? Oui, j'aurais une question. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Ouais. Oui, je voulais savoir, j'ai eu deux cas avec du compost. Ouais. Est-ce que c'est les mycotoxines qui provoquent ça? Ça dépend. Ça dépend du compost. Parce que les gens m'ont ramené des photos et bon, il y avait des épluchures, mais ça faisait pas complètement pourri. Et c'est bon, avec des symptômes convulsions très importants qui ont duré bien 24 heures. Okay. Après, j'ai pas eu de nouvelles du chien. Il a été transféré chez son vétérinaire traitant, mais on ne connaît pas trop alors si, l'origine.
Ouais, bah, ça dépend. Donc, ça peut effectivement être des moisissures mycotoxines équivalents avec les mêmes effets. Ça fait ça, hein. Ça va faire des troubles neuro type convulsions. Donc, c'est un cas sur lequel tu aurais pu tout à fait faire des émulsions lipidiques intraveineuses. Mais ensuite, ça peut être d'autres choses. C'est le problème de ce genre de truc, c'est que tu ne sais pas vraiment ce qu'ils mangent, quoi. Donc, Et les émulsions lipidiques, bon, on a fait ça et bon, il y a eu une amélioration parce qu'il était plus complètement inconscient, il était juste tremblotant. Ouais. Mais oui, donc il faut l'endormir et puis Bah propofol ouais. et émulsion lipidique. Bah là, après, tu vas le gérer comme un status épilepticus. Donc, D'accord. Ouais. tu peux faire des benzodiazépines, tu peux faire du propos, mais tu peux vraiment faire des anticonvulsivants aussi, comme du phénobarbital ou du lévétiracétam. Sur des cas D'accord. comme ça, le temps que ça passe. Et le problème, en fait, des fois, sur ce genre de truc, tu vois, j'imagine, du compost, ça peut être une ingestion en plus assez massive. Typiquement, tant qu'il va vraiment en avoir dans le tube digestif, même si, tu vois, tu lui as mis une fois des intralipides, ça se trouve, bah, il va continuer, comme le métadéhyde, tant qu'il en a dans le bide, bah, il va convulser, quoi. Donc, D'accord. Ouais. ça peut être, effectivement, ça me choque pas tellement, tu vois, que tu me dises que pendant 24 heures, il est quand même un peu convulsé, quoi. D'accord. Ok, Pour autant, merci. faut pas forcément les condamner, ces cas-là, parce que même sur des status, des fois, on a des chiens qui vont convulser pendant 3 jours d'affilée. Tu dis, mais c'est pas possible, ils vont être complètement grillés. Et en fait, ils récupèrent derrière. Donc, D'accord. Eh ben, merci. pas de rien. Excuse-moi, j'avais encore une petite question. Le Ouais, bien sûr. mucormyste, tu crois que ça se tente en IV si on n'a vraiment rien d'autre? Parce que une fois, j'ai eu un cas de méthhémoglobinisation sur 2 chiens en plus en même temps, mais dramatique. C'était dans un état catastrophique. Et une fois que tu as tout fait, tout ce que tu as à faire, tu n'as plus que ça à faire quand même. Et en fait, Ouais. leur donner par la bouche, c'était juste pas possible. Attends, je suis en train de chercher Je crois qu'il y en a qui le mettent en poudre, il me semble, en IV. Je suis en train de regarder la composition du truc. Alors, en fait, le problème de ces médicaments qui sont formulés pour de la voie orale, c'est que globalement, il y a souvent des excipients qui sont vraiment pas faits pour passer sur de l'IV. Après, c'est pas non plus comme si tu écrasais un comprimé pour le foutre. Voilà, ça, c'est fait pour être dissous quand même. Donc a priori, tu vas pas avoir de morceaux non plus. Franchement, bah alors, ce qu'il y a, c'est que nous, on a Élodie me remettait dans la conversation, c'est l'Istendo qui est la forme que tu peux injecter. Nous, comme on a ça, bah, c'est vrai que je me pose pas la question de foutre du mucomyste en IV. Si jamais vous en avez pas, bah, ça se trouve, c'est des petites ampoules. Donc, en plus, c'est pratique parce que t'as pas un énorme contenant, voilà. Après, sur un foutu pour foutu, tu vois, tu te dis... Bah, en fait, et là, c'était sûrement une intoxication avec un herbicide à base de fer. Ok, donc bon, le truc de merde, quoi. Enfin, il y a un chien qui est mort et l'autre, et on l'a envoyé, je les ai envoyés à Meaux, et alors je crois que c'est pas du méthocarbamol, un truc comme ça, là, qui ressemble du cas qu'ils ont fait. Ça te dit rien, ça? Mais ça, souvent, ça va être utilisé sur des tétanos ou des trucs comme ça. Ouais, j'ai pas compris. Et en fait, c'est pareil, il y a un toxique qui n'était pas connu. Et par contre, il y avait une méthéglobinisation de folie. Les chiens, ils avaient même le sang, enfin, ça sointait au niveau des coussinets. Ok. Ah, c'était monstrueux. Très joli cas. Ouais, pas pour les chiens, mais... Ouais, c'était monstrueux, ce truc. Ouais, non, bah écoute, franchement, sur un cas foutu pour foutu, je te dis, le Ouais, c'est pour ça mucomyste que je en me suis IV, demandé, je sais je l'ai pas, pas why fait, not, mais je hein. me suis demandé au pire. Mais, Et ce qui est un peu délicat, c'est de réussir à le reconstituer en le gardant stérile, quoi. Ouais, surtout que c'est des Parce que autant quand tu as un flacon avec une poudre et un solvant, bah, ton flacon, il est stérile, tu vas mettre ton solvant dedans, ça marche bien, mais là, c'est vrai que garder le machin stérile, c'est chaud, quoi. Donc, c'est... Mais bon, si c'est ça où tu le regardes mourir, ben, tente-le, quoi. Mais sinon, ouais, l'Istendo en injectable. Istendo, ok. Ouais. Merci. C'est tout. Il y avait d'autres personnes qui souhaitaient intervenir.
Eh ben, merci beaucoup à tous d'avoir assisté à la présentation. Merci à ceux qui regarderont le replay. Bonne journée tout le monde et amusez-vous bien avec vos intox. Merci. Merci, au revoir. Salut.